savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Alexandre, tu commences avec deux nouvelles sur le gouvernement de la CAQ. Une qui pourrait l'aider, une qui risque de lui nuire. Oui, c'est bien résumé, Mario. Puis c'est en une du journal ce matin, un grand ménage dans les pourboires. Ça va plaire. Ça, c'est celle qui va aider, selon ma lecture à moi. C'est un sujet qui nous fait réagir souvent, hein, tu sais, parce que... c'est parce qu'il s'est passé quelque chose depuis la pandémie. On demande des pourboires pour tout et pour rien. Puis le pourcentage aussi a changé. Ça vous est sûrement arrivé. Là, vous regardez le terminal... Puis là, c'est même plus 15 %. Ça part à 18 %. Incluant à des endroits où t'as pas eu de service. Ben, c'est toi qui es debout au comptoir, c'est toi qui fais l'acte de te faire ton propre service. Puis là, on t'offre même plus 15 %, on t'offre 18, 20. Tu te dis, wow. Alors, il y a quelque chose qui marche pas. Alors, excuse-moi, 18, 20, 25 sur les taxes. Sur les taxes. Donc, ce qui n'est pas, ce qui est comme 20, 22, 27. Là, non, c'est ça. Alors là, le gouvernement Legault veut mieux encadrer toutes les suggestions de pourboire et ça va se faire via un nouveau projet de loi qui va être déposé très bientôt à l'Assemblée nationale. Et c'est le ministre Simon Jolin Barrette qui va piloter cette réforme-là. Ça a retenu l'attention du gouvernement selon ce que nous apprend le journal ce matin au cours des derniers mois parce qu'il y a eu, c'est ça, toutes sortes de largesses, toutes sortes d'abus. Tu as parlé des pourcentages, mais aussi maintenant... À plusieurs endroits, les pourcentages sont accompagnés d'un emoji pour inciter les clients à être plus généreux. Fait que, je donne un exemple pas fictif. l'ananas, toujours. Il n'y a pas d'ananas. Pas encore. Mais ça viendra. Ça viendra. Non, mais exemple, un 15 % avec un petit emoji, un petit bonhomme, mais qui sourit pas tant que ça. Alors que 15 % c'est comme la norme là, dans le pourboire. Là. Un peu pour nous faire sentir cheap. Mais ça marche chez moi, ça. Je me sens cheap de donner 15 % même quand j'ai pas de service. Puis je me dis, mon Dieu, mais là, la personne, elle va trouver que je suis cheap. Fait que je vais donner 18. Mais c'est là que tu vois qu'ailleurs dans le monde, moindrement que tu voyages un peu, là. Bon, ailleurs dans le monde, souvent, le pourboire est même inclus. Il n'y a pas cette stratégie-là d'aller essayer d'en chercher davantage dans les poches des clients en jouant sur des pourcentages. Puis des fois, les gens, sur le terminal, ne les trouvent pas. Il y a souvent une petite section autre en bas où tu peux rejouer un peu d'un pourcentage. Oui, mais c'est que c'est plus. C'est ça. C'est qu'on fait que donner le normal 15 % devient une opération où il faut que tu pitonnes. Là. Tu l'as pas, il t'est pas à faire. Là. Alors que 15 % de pourboire, c'est déjà très bien. Là. 15 % sur les taxes. Et il faudrait peut-être aussi... Moi, ça vient me chercher, Mario. Moi, tu vois, on disait, à qui ça vient chercher? Moi, ça vient me chercher ce genre de choses-là parce que... Mais est-ce qu'il faut que le gouvernement réglemente ça? Dans le fond... Qu'est-ce qui est touché par le pourboire aussi? Parce qu'à un moment donné, des fois, moi, je suis de plus en plus étonné, je ne sais pas vous autres, à ce qu'on me demande du pourboire dans des secteurs qu'on ne m'en demandait pas avant, alors que j'ai pas vraiment reçu de service. T'as raison. Ouais. Même dans les fast-foods, avant, il n'y avait pas le droit de recevoir du pourboire. Maintenant, on le voit, ça, 10, 15, 20. Oui, c'est vrai. Alors... On verra bien quand ce sera déposé, mais ça fera assurément grand bruit, tant au niveau du public, mais aussi du domaine, par exemple, de la restauration. Mais j'ai hâte de voir comment va réagir le secteur de la restauration, parce que techniquement, là, on chiale contre ça, mais tu sais, mettons, moi, j'ai écrit des chroniques même pour dire, là, ça n'a plus de bon sens, mais je m'adressais aux restaurateurs, je m'adressais plus dans la relation restaurateur-client. Jamais dans mes chroniques, j'ai invoqué l'action du gouvernement. Je suis pas certain que c'est un domaine où il est nécessaire que le gouvernement s'en mêle. Là. Si les clients n'étaient pas gênés, en fait, ça serait probablement déjà réglé. Les clients diraient toujours, écoutez, là, vous abusez, c'est pas raisonnable. Parce que tout le monde était un peu gêné, tout le monde... Puis là, dans la pandémie, on s'est tellement fait dire les restaurants vont mal, ce qui était vrai. Mais je veux dire, regarde la révision générale des prix au restaurant. Ah là, c'est beaucoup plus cher. Ben oui, ils se sont mis des conditions pour se refaire. Les employés ont fait augmenter leur salaire de base déjà significativement. Fait que là, le pourboire, la pandémie est finie. Là. On peut revenir à des pourboires, à mon avis. Oui, donner du pourboire, mais un peu plus normaux. Et la deuxième nouvelle qui touche le gouvernement et qui risque effectivement de provoquer bien des réactions aujourd'hui, c'est cette lettre ouverte du député de la CAQ de Saint-Jérôme, Yuri Chassin, qui lance un avertissement très percutant à François Legault et à la CAQ dans une lettre qui est intitulée « La CAQ doit se ressaisir maintenant ». Soutient, entre autres,
que la CAQ semble avoir perdu la flamme qui l'animait, que les services publics sont en déroute, que les citoyens sont les plus taxés parmi ceux qui résident en Amérique du Nord et qui peinent à recevoir des services quand ils en ont besoin. Pourtant, le parti, et là je vous le cite, de l'équité entre les générations a présenté le plus important déficit budgétaire de l'histoire du Québec de 11 milliards et que plutôt que d'alléger les structures, on s'est engagé à pleine porte. Nous avons dépensé à des magnitudes inédites et malgré ça, les citoyens n'en voient pas les résultats. On est allé au bout du modèle bureaucratique québécois, dit Yuri Chassin. C'est une fracture avec la ligne de parti assez nette. En fait, c'est un député qui ne peut pas plaider. Ah ben là, tu sais, je me suis fait prendre un peu ou tu sais, dans un point de presse impromptu, j'ai dépassé ma pensée. Non, il a écrit une lettre. Là. Il y a dans le Journal de Montréal une section Faites la différence qui permet à toute la société, à tous les citoyens, à tous les groupes de prendre la plume, là, d'écrire une lettre de lettre d'opinion dans laquelle tu partages ton opinion avec le public, tu lances un débat. Et là, tu as un député qui le fait, là, qui utilise dans Faites la différence. Moi, je suis député de la CAQ et j'écris pour dire que la CAQ a mal géré les finances publiques, a perdu son courage, doit se ressaisir. Alors, il vise quoi? Et on sait déjà qu'Yuri Chassin, d'abord, c'est l'aile droite. Là. Il vient de l'Institut économique de Montréal. C'est l'aile plus à droite de la CAQ. On sait déjà qu'il est frustré de ne pas avoir été nommé ministre. Est-ce qu'il veut vraiment que la CAQ se ressaisisse? Est-ce qu'il jette les bases d'un passage au Parti conservateur du Québec avec Éric Duhaime? Il connaît Éric Duhaime personnellement, là. Est-ce qu'il jette les bases d'un passage, je me suis posé, au Parti conservateur du Canada? Est-ce que Pierre Poilievre pourrait être intéressé par sa candidature? Est-ce qu'il donne juste un gros coup de pied dans le canis sans avoir un plan précis pour sa carrière? Mais là, j'espère qu'il y a pensé un peu, parce qu'aujourd'hui, comment la CAQ va gérer ça? Est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à l'exclure du caucus? Moi, je dirais qu'on vient de perdre Pierre Fitzgibbon, on veut pas trop d'élections partielles. Mais ça, c'est ça. Tu sais, la faiblesse d'un parti, c'est comme... Parce que là, comme lui, il sait là, que Legault ne voudra pas d'élections partielles dans Saint-Jérôme, dans les Laurentides, il est député à Saint-Jérôme, ben là, il se dit, regarde, je peux me permettre un écart de conduite. Je vais étirer l'élastique. Ils n'oseront pas. Est-ce qu'Éric Duhaime aujourd'hui, savait que cette lettre s'en venait? Est-ce qu'il fait partie de la stratégie? Ou sinon, pour moi, il va prendre le téléphone aujourd'hui puis il va essayer d'avoir une petite conversation de 5 minutes avec Yuri Chassin. Vraiment, là, sur le fond, remarque, moi, sur le fond, je suis 100% d'accord avec lui. Là. Je veux dire, la CAQ s'est fait élire comme un parti plus centre-droite, en disant, nous, c'est des gens d'affaires, puis des comptables, puis des gens habitués aux finances, puis à l'économie. Ils ne pouvaient pas, le printemps passé, arriver avec le plus gros déficit de l'histoire. Est-ce que Yuri Chassin dit, ils ont trop dépensé, ils ont signé les grosses conventions collectives avec les employés d'État, les augmentations de salaire, ils ont augmenté le nombre de fonctionnaires. Tout ça est vrai, là. Tout ça est vrai, et je comprends que pour un député un peu plus à droite dans le caucus de la CAQ, c'est devenu vraiment fatigant. Maintenant, ce qu'on nous dit de partout, c'est que présentement, François Legault, Éric Girard, le ministre des Finances, la présidente du Conseil du Trésor, sont vraiment en mode réduire ce déficit-là. Yuri Chassin sait ça aussi. Là. Il sait que c'est pas comme si son gouvernement était pas conscient qu'ils ont fait un gros déficit. Alors pourquoi lui... C'est de la différence. Pourquoi lui il fait pas juste en parler au caucus puis dire là ce qu'on fait, il faut le faire. Pourquoi il l'écrit dans le journal? Là? Pourquoi il en fait un débat avec toute la société? Sachant que ça va causer du dommage à son parti, qui a déjà une rentrée parlementaire difficile avec le départ de Pierre Fitzgibbon. J'ai hâte de voir. Là. D'après moi, il va y avoir d'ici une semaine, 2 semaines, on va comprendre mieux qu'est-ce que Yuri Chassin voulait faire. Là, on a juste la lettre ouverte dans le journal. Oui, c'est publié le jeudi. Qu'est-ce qui se passe le jeudi à l'Assemblée nationale? François Legault rencontre les médias. Va être interpellé là-dessus, c'est clair. Tu penses? Oui. J'ai confiance au bon jugement de nos collègues de l'Assemblée nationale. Et parallèlement à tout ça, il y a 2 commissions parlementaires qui retiennent l'attention. Bon, celle sur l'énergie, où la nouvelle super-ministre, Christine Fréchette, ne veut pas faire les mêmes erreurs, si tu veux, que Pierre Fitzgibbon, et veut trouver un point d'équilibre là, pour l'attribution de l'énergie auprès des compagnies étrangères, mais aussi des PME québécoises qui se sont exprimées, qui ont dit on a peur de faire les frais de cette répartition-là. Et l'autre commission spéciale
spécial, c'est sur les écrans. On va entendre une trentaine d'intervenants, dont Meta, ByteDance, qui vont participer aux consultations. Le temps d'écran, la fameuse majorité numérique, on se questionne, est-ce que ce sera entre 14 et 16 ans? Comment on va gérer ça? C'est pas simple, mais c'est un enjeu de société aussi. Et dans le journal, on disait aussi, comme adulte, il faut aussi montrer l'exemple. Alors, des parents qui ont toujours le visage dans leur cellulaire devant leur enfant, j'en vois à l'occasion, Mario. J'en vois à l'occasion. Oui, c'est certain que c'est un enjeu, mais partout, on a parlé plutôt dans l'émission de l'Australie qui est en train de faire un projet de loi là-dessus. Il y a des États américains qui l'ont fait. Partout, on sent que les gouvernements et les collectivités, je dirais, là, représentées par leurs élus, par leur gouvernement, se questionnent sur comment on gère la relation entre les jeunes et leurs écrans. Mais tout le monde a de la misère à trouver c'est quoi. Geneviève Guilbeault, ministre des Transports, a dit, écoutez, là, nous, je la paraphrase, là, mais on n'a plus une scène, on n'a pas davantage de moyens, on est à court de moyens. Elle était quand même assez claire. Là, oui, sans ambiguïté. On n'a plus d'argent, là, elle l'a dit haut et fort. Là, et parallèlement à tout ça, il y a aussi la capacité de payer du monde. À Québec, tu as vu, on augmente la taxe sur l'immatriculation de 30 à 90 $. Ça a été décrié par les partis d'opposition. Dans le Grand Montréal, il y a eu des hausses aussi. C'est déjà fait, C'est déjà fait, on l'a déjà subi. Puis là, il y a toute la question aussi de la congestion. Là. À Montréal, c'est pire. Vous êtes là-dedans. Mais déjà à cette heure-là, c'est pire que jamais. Mais sur la Rive-Nord, ce dont les maires se plaignent, c'est que, il manque de transport en commun en général, mais que le peu de transport en commun qu'ils ont, il est strictement vers Montréal, en étoile. Là. C'est-à-dire qu'on part de Montréal, puis on fait des axes pour sortir ou rentrer à Montréal. Or, mettons la 640 là, qui fait de la Rive-Nord d'est en ouest, elle est congestionnée tout le temps. Et donc, il y a de plus en plus de gens qui vivent à Deux-Montagnes, travaillent dans un parc industriel un peu plus à l'est, ou vivent à Terrebonne, travaillent à Deux-Montagnes, à Saint-Eustache. Et d'est en ouest, on dit qu'il n'y a pas de transport en commun. Il n'y a à peu près rien. Mais c'est ça. C'est pas une bonne période. Avec le déficit de 11 milliards, c'est pas une période pour demander du nouvel argent. Pendant ce temps-là, à Ottawa, Pierre Poilievre, lui, n'en démord pas. Il veut des élections et vite, vite, vite. Et il met au défi tant le Bloc québécois que le NPD de faire tomber le gouvernement de Justin Trudeau. Veut déposer une motion de censure dès la semaine prochaine. Fin de non-recevoir auprès de Jagmeet Singh, qui n'a pas saisi la main tendue. On attend des réponses de Yves-François Blanchet. Et Mario, il y a un sondage léger qui nous démontre à quel point l'écart se creuse, là, entre autres, entre les conservateurs et Justin Trudeau. Si des élections avaient lieu là, 45 % des voix pour les conservateurs, 25 % pour les libéraux. C'est 20 % d'écart. NPD est à 15 % Maintenant, parce qu'on arrondissait l'écart qui avait été à 17-18. On disait dans le langage courant, ils ont 20 points d'écart. Mais là, mathématiquement, il y a un vrai 20 points d'écart. Mais c'est vraiment incroyable. Écoute, il n'y a pas longtemps, là, quand les libéraux et les conservateurs, un prenait 3-4 points d'avance sur l'autre. Là, on disait, l'écart, c'est 20. C'est pas imaginable. Mais est-ce que les Canadiens veulent des élections? Est-ce que les Québécois veulent des élections? 37 % des Québécois souhaiteraient des élections. C'est à peu près 10 % de moins qu'ailleurs au Canada. On est plus friand d'élections ailleurs au Canada qu'ici au Québec. Mais en fait, la partie du sondage sur est-ce qu'on veut des élections, c'est comme les deux extrêmes. Là. T'as ceux qui... moi, je pense que c'est ceux qui veulent se débarrasser de Justin Trudeau. Ils disent, on en veut tout de suite. Mais il n'y a pas beaucoup d'appétit pour les scénarios intermédiaires d'élections l'hiver ou au printemps. Ouais, au budget. C'est comme si c'est pas tout de suite, l'autre 30 quelques %, c'est à la fin du mandat. Là. Faites le mandat au complet. C'est les deux camps. Là. Faites le mandat au complet. Vous déclenchez des élections tout de suite. Les scénarios intermédiaires n'ont pas tellement de supporters. Isabelle, de ton côté, tu nous parles des MTV Music Awards. C'est qu'hier, c'était le 40e anniversaire de cette cérémonie où on récompense les meilleures vidéos de l'année aux États-Unis. Et c'est, sans surprise, c'était le Swift qui s'est démarqué et qui a remporté le trophée ultime de la soirée, celui du meilleur vidéo de l'année, avec la chanson Fortnite en collaboration avec Post Malone. Elle avait pour cette soirée-là 12 nominations. Elle a reçu 7 prix
prix en une seule soirée. C'est un record pour une seule soirée et elle dépasse Beyoncé qui, pour les statuettes remis, elle dépasse Beyoncé avec 30 statuettes au total depuis le début des MTV Video Music Awards. Beyoncé, pour le solo, elle était à 26. C'est d'ailleurs aussi la première artiste à remporter 5 fois de suite la vidéo de l'année et elle en a profité de sa tribune pour rendre hommage à ceux qui ont perdu des proches lors des attentats du 11 septembre. Elle en a profité pour mettre la lumière sur Post Malone et elle en a profité également pour inviter les jeunes à voter. Appreciate it so much, and if you are over 18, please register to vote for something else that's very important coming up, the 2024 presidential election. I love you all so much. Thank you for this moment. Mais donc, elle n'a pas réitéré à ce cadre-là son appui. Elle n'a pas nommé Kamala Harris. Elle n'a pas nommé Kamala Harris, mais elle incite les jeunes à aller voter. Exact. Donc, l'importance de le faire. Elle dit, si vous avez 18 ans, allez vous enregistrer. C'est hyper important. D'ailleurs, dans les prochaines minutes, là, avec Stéphane Bureau, il sera question, justement, est-ce que les vedettes comme Taylor Swift, est-ce que les vedettes peuvent changer? Un impact, ouais. Un impact, on en parle dans les prochaines secondes. Il y a John Bon Jovi qui semble avoir eu un impact, lui. John Bon Jovi, c'est toute une histoire. Il a convaincu une femme de ne pas s'enlever la vie à Nashville, dans l'État du Tennessee. Lui qui est en train de tourner pour une nouvelle vidéo, là, People's House, et puis il a vu au loin une femme qui était de l'autre côté de la rambarde sur un pont. Puis, il est allé lui parler. On ne sait pas ce qu'il lui a dit, mais la femme a accepté de revenir du bon côté de la rambarde. Et c'est la police locale qui a fait une mention sur les réseaux sociaux parce que John Bon Jovi a mentionné qu'il ne voulait pas parler publiquement de cette histoire-là. Il ne voulait pas commenter non plus cette histoire-là. Mais ça nous fait penser au Québec à Michel Barrette, là. Complètement. Michel Barrette qui s'était retrouvé, c'est sur le pont Jacques-Cartier de mémoire à parlementer. Puis c'est un gars qui a le verbe assez facile. Comme on dit, c'est un bon jaseux, mais à lancer la conversation avec quelqu'un qui menaçait de se suicider et qui était là sur le pont, puis qui l'a convaincu de revenir. Puis, tu sais, je trouve qu'on en parlait en plus cette semaine là, de prévention du suicide. Puis je me dis, ben, c'est des gens qui ont été à l'écoute. Il a pris le temps de voir autour de lui. Il a vu qu'il y a quelque chose qui clochait. Il a pris le temps de parler avec elle. Le temps que ça a pris sur le pont à pédestriane à Nashville. Je trouve que finalement, c'est une histoire qui aurait pu être triste, mais qui est belle au final. Là. Je trouve qu'il y a une belle relation avec ça. Ça finit bien. À l'économie, Alexandre, la pression monte sur Air Canada de jour en jour parce que là, on approche les journées où on va commencer à restreindre les services en prévision d'une éventuelle grève. Oui, et ce qu'on va surveiller au cours de la fin de semaine, c'est ce fameux préavis de grève dimanche qui pourrait être déposé, un préavis de 72 heures qui mènerait ultimement avec la grève du 18 septembre prochain. Là, ce sont des représentants du secteur des affaires, Mario, qui, d'une voix commune, demandent au fédéral d'intervenir pour protéger l'économie du Canada, parce que ça aurait des conséquences désastreuses. Il y aura d'ailleurs un point de presse midi à Ottawa là-dessus. 5400 pilotes d'Air Canada qui menacent de déclencher une grève. Et déjà, il y a eu un peu du délestage dans les services, entre autres, bon, là, c'est pour les petits animaux de compagnie qui ne peuvent plus nécessairement là, être transportés. Mais là, on parle d'annulation de vol graduelle à partir de lundi jusqu'au point culminant de tout ça si effectivement il y a un conflit de travail à compter du 18. Là. Ouais. Et essentiellement, ce que demande la communauté des affaires du Canada, c'est que le gouvernement Trudeau fasse ce qu'il a fait pour le transport ferroviaire. Là. L'arbitrage exécutoire. C'est ça, imposer l'arbitrage exécutoire, mais avant la première journée de grève. Ils disent, dans le fond, pour les trains, vous avez laissé les trains être arrêtés. Il y a 300 millions d'impact de la journée. C'est ça. Là, ils disent, faites-le avant. Le théâtre, là, de la reprise du Canadien, la saison de hockey, on compte pratiquement les dodos. Ben là, c'est le camp des recrues du Canadien de Montréal. Mario, entraînement aujourd'hui et demain à Brossard. Match des espoirs du Canadien contre ceux des Maple Leafs en fin de semaine, samedi et dimanche. Mais moi, il y a 3 joueurs que je surveille principalement à la défense, puis j'ai hâte, puis j'espère que les gars vont réussir à se tailler un poste avec le grand club. Lane Hudson, Logan Mailloux. Et ces deux-là ont joué 2 matchs et 1 match. Ils ont touché la Ligue nationale l'année passée. Là. Mais ils ont un potentiel extraordinaire. Alors, puis il y a de la place cette année avec le Canadien. Il y a des joueurs, effectivement, à la défensive qu'on a laissé aller soit dans des transactions. Pensons à Harris, Kovacevic, on l'a pas signé. Alors, il y a de la place. Et lequel des 3, ou peut-être les 3, se tailleront un poste, mais ce sera excitant, en tout cas, les prochaines années avec le Canadien. C'est juste que
mais surtout dans le cas d'Hudson, mais ce sont des talents offensifs très, très naturels. Petit joueur, mais tellement talentueux. Mais dans le c'est cas ça, d'Hudson. c'est que est-ce que tu peux avoir jusqu'où tu peux avoir une défensive inexpérimentée? On l'a vécu déjà des dernières années. Le Canadien a accordé beaucoup de buts puis a laissé ses gardiens souvent seuls avec. Parce que t'as Madison et Savard. Des vétérans. Mais après ça, c'est jeune. Ouais. C'est talentueux, mais c'est jeune. Mais Matheson, c'est un vétéran, mais lui aussi avec beaucoup d'instinct offensif, lui aussi en donne des revirements. Avec la fiabilité défensive, c'est pas mal Savard, puis Savard. Sur ses épaules. Mais vous autres, vous avez encore espoir que le Canadien remporte? Ah, ben oui, plus que jamais. Ah ouais? Avec la reconstruction, moi, j'aime ce qui se passe en ce moment. Ah ouais, moi, je suis vraiment, j'aime la direction dans laquelle le club se dirige. Pour vrai, si Patrick Laine revient dans l'état d'esprit là, positif, c'est un beau pari. Oui, qui semble avoir, puis que Kirby Dach reste en santé, tu dis là, OK, pour la première fois depuis des années, le Canadien a 2 vrais trios avec du punch à l'attaque. Puis ça prend ça. Si t'as juste un bon trio, c'est que l'adversaire met toutes ses capacités défensives, tu sais. Puis en plus, si t'as un bon trio offensif, mais que là-dessus, t'as pas des joueurs. Là, t'as Slavkovski qui commence à avoir du poids. Mais à un moment donné, c'était 3 petits joueurs, là. T'sais, le plus gros, c'était Suzuki, qui est quand même un tough, là, mais tu dis, OK, c'est que t'es face à des gros défenseurs. Mais là, à partir du moment où t'as un 1-2 punch à l'attaque, ouais, tout est possible. Mais là, il reste la défensive. C'est beau, l'espoir. Bravo. Ben là, est-ce qu'on moi, j'étais un peu rabat-jouet. Un peu rabat-jouet. Moi, j'étais devenu très, très, très pessimiste les dernières années, là. Puis la médiocrité m'a vraiment fait mal au cœur. Mais là, non, ça a été mauvais, là, ces dernières années. Ouais. Très mauvais. Mais là, faut bien vivre un peu d'espoir, Isabelle. J'adore. Résumer l'actualité en moins de 24 minutes, c'est